En 1990, le Pogost, ou enclos paroissial, de Kizi a été classé par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial. Le Pogost de Kizi se trouve sur l'une des nombreuses îles du lac Onega en Carélie. Il abrite deux églises en bois du 18e siècle et un clocher octogonal aussi en bois et bâti en 1862. Ces étonnantes constructions, où l'art des charpentiers a engendré la hardiesse d'une architecture visionnaire, perpétuent un modèle très ancien d'organisation de l'espace paroissial et s'harmonisent tout à fait au paysage environnant. Le Pogost de Kizi illustre l'adaptation de l'organisation paroissiale de l'Église orthodoxe aux défis posés par les immenses distances et les communautés isolées de la Russie du Nord. Ici, tous les bâtiments nécessaires à la vie religieuse paroissiale étaient groupés au même endroit. Au début de notre voyage, je voudrais vous dire d'abord juste quelques mots sur cette région, une zone qui s'appelle Carélie, parce qu'évidemment vous êtes pour la première fois venu ici. La Carélie fait partie de la Fédération de la Russie. Elle se trouve dans la partie nord-ouest, sur la grande plaine de l'Europe, et occupe le territoire 172 000 km². La capitale de cette région, c'est-à-dire la ville la plus proche d'ici, s'appelle Petrozavodsk. Ça se trouve à la distance de 68 km d'ici. Et pour aller ici, on prend les petits bateaux, les idoles sur les verts, vous le verrez pendant le jour. Ça nous prend 1h15 pour aller. Donc, l'intérieur de cette église vous donne une idée très exacte des intérieurs des églises du Nord. Avec les murs soignés de maraboutés, plein aux angles, il n'y avait jamais de décoration sur les murs ici, seulement les icônes. Le local, les dessins les plus vénérés dans la région sont présentés là-bas. La deuxième, c'est la rangée des fêtes, les fêtes les plus importantes de la religion chrétienne. Normalement, on ne raconte pas les sujets des fêtes et des icônes à nos visiteurs parce que vous les connaissez parfaitement. C'est l'Évangile, c'est le Vieux Testament. Mais dans ce cas, je vous dirais, si tout le monde passe à bateau bien, peu importe combien de groupes, de quelle nationalité, on ne peut pas entrer ici. Parce qu'on vous attend comme fidèle et pas comme touriste, un groupe avec la liberté. Ça, c'est soit de chez nous, soit d'un tel ou tel pays. Mais rien de plus naturel, à la base de tout c'est le bon sens et ça c'est propre à nous tous, heureusement. En s'approchant, évidemment, vous avez remarqué que la maison est très grande, très richement décorée, dont les cadres sont chauffés. Nous sommes maintenant avec vous dans une isba d'été, c'est-à-dire que c'est d'hiver. C'est-à-dire qu'ici, notamment, les familles passaient l'hiver du temps habitées de 8 jusqu'à 22 personnes. Ils dormaient sur les bancs où vous êtes, sur les matelas empaillés posés à même le plancher et sur le poêle, bien sûr, à qui revient le rôle essentiel dans une isba russe. Il est dans un coin, comme la tradition demande. À côté, il y a une espèce de lavabo de zoïde pour se laver. Les meubles sont rationnels, robustes, le plus souvent exécutés en famille. La table à la surface bien lisse, sur les rayons poutres, la vaisselle très simple, exécutée en famille, en terre cuite, en bois ou en écorce de bouleau. Et ce matériau suscite toujours le plus vif intérêt parce qu'il est d'un côté très beau grâce à cette texture naturelle et d'autre côté de solidité à toute épreuve. Et les récipients comme ça peuvent servir un quart de siècle à peu près.
Une course de bolo, c'était le matériau largement répandu à travers toute la Russie. Et sauf la vaisselle, comme ici, souvent on installait une épaisseur d'écorce entre les rondins des murs pour éviter le pourrissement. Ou parfois, le cordonnier installait les petits morceaux d'écorce sous la semelle pour que les chaussures grincent. C'était très à la mode à l'époque. Toutes les vaisselles étaient exécutées en famille, sauf la vaisselle en cuivre qui est là, ses samovars, ses écuelles, ça coûtait les yeux de la tête. Et ça atteste l'aisance de la famille qui habitait ici. Dans un temps, c'est la table cage, à quoi ça servait? La réponse qui m'a surpris l'année passée, quelqu'un des francophones a dit que ça servait peut-être pour la belle-mère. Ça servait pour la volaille, parce que les bêtes, y compris la volaille, se trouvaient sous le même toit que les hommes. En diagonale du poêle se trouve le coin rouge. Peut-être vous connaissez déjà, peut-être pas encore, le rouge dans la langue slavo, cela veut dire le beau. C'est comme la place rouge à Moscou, c'est-à-dire qu'elle est belle. Il y a quelques images simples. Là-bas, on installait les visiteurs les plus respectés, les plus honorés. Et en plus, le plus joli coin dans une isba des Russes appartenait toujours aux hommes. Parce que dans cette période du temps dont je vous parle, les hommes étaient les maîtres de cette vie. Maintenant, c'est vice-versa, n'est-ce pas? Mais bien sûr, il y a quelques pages, bien sûr, pas ici. Les célibataires n'étaient pas bien vus, il fallait se marier. Ici, dans cette région, pour attirer l'attention de fiancés possibles, les jeunes filles employaient les procédés différents. Par exemple, on se lavait à la rosée du matin. On se baignait dans les lacs au soleil levant. On plaçait le vieux balai, allez savoir pourquoi, dans une fourmilière. Mais si la jeune fille attirait l'âge critique, elle n'était pas encore mariée. L'âge critique à l'époque, c'était 20 ans. Elle appelait la sorcière pour employer les procédés les plus efficaces. Dans cette région, on avait deux types de mariage. Le premier est très simple, très archaïque. Pendant un de ces kermesses, le garçon a donné à la jeune fille qu'il demandait en mariage le bout de son mouchoir. Ici, la jeune fille était d'accord, elle le prenait et c'est tout. Tout le reste était arrangé très vite entre les familles. La deuxième variante était beaucoup plus compliquée, ça durait quelques semaines, un mois peut-être. C'était l'exubérance de détails, d'actions rituelles. Par exemple, la partie obligatoire de ce type de mariage, c'était des lamentations. La jeune fille était obligée de pleurer beaucoup parce qu'elle perdait sa liberté. Et même les femmes spéciales très respectées dans nos villages, les pleureuses étaient invitées pour l'aider. Mais vous comprenez, ce n'était pas les larmes, les pleurs de vrai, c'était plutôt les lamentations rituelles. C'était une mélopée de vers rythmés, c'était l'art poétique du peuple. La veille du mariage, on chauffait le bain rituel pour la fiancée, uniquement avec du bois léger de tilleul, parce que le boulot donne l'angoisse. Le pain, le sapin, la dureté du cœur. Le tremble prenait la vie plein de scandales et saisi de gelée. Puis on apportait à la jeune fille des vêtements très beaux et des décorations traditionnelles. Et parmi ces décorations, il y avait d'abord les boucles d'oreilles, comme ça, en forme de papillon, exécutées en perles de rivière. Ça sent surprenant peut-être, mais ça existait, les perles, dans tous les ruisseaux de la Carélie jusqu'au milieu du XXe siècle. Puis on commençait le flottage du bois, le contenu chimique des eaux a changé et ces coquillages sont disparus sans laisser de traces. Le diamètre de ces boucles d'oreilles pouvait être jusqu'à 7 cm. Ça pesait très lourd bien sûr, mais ça servait comme toujours pour souligner l'aisance de la famille de la fiancée. Et le prix était assez élevé. À la fin du 19e siècle, ça coûtait 120 roubles à peu près. Pour comparer, dans cette même période, une vache s'était vendue pour 15, 20, 25 roubles seulement. Et deuxième décoration traditionnelle, c'était les colliers comme ça, exécutés en grains de verre cette fois. La technique et comment le faire a été perdue et une de ces femmes qui travaille ici dans ce musée a réussi de les retrouver. Et maintenant, nous pouvons vous montrer comment ça se fait. Donc d'abord, la jeune fille doit enfiler à partir, mais je souligne, à partir 6000 grains de verre pour le collier le plus menu. Ça lui donne 3 ou 4 mètres de fil avec 5 grains de verre enfilés. Mais si elle fait la moindre erreur dans cette étape, elle n'aura jamais le dessin voulu. Elle devra tout recommencer. Et puis elle croche. Ça, c'est le travail crochette. Oui, grâce à quoi les colliers sont très solides. Ils sont creux là-dedans. En ce qui concerne la variété des dessins, le mariage des couleurs, la fantaisie des jeunes filles était et reste intéressable. Tous les jours, on est là, vraiment, le choix est compliqué. Mais hier, le dernier bateau a tout acheté. Donc, c'est-à-dire qu'il nous reste très peu de choses pour vous. Если я Савченко, это совсем не означает. Землякам вот. Звоните. Каким землякам? Украинцы приезжают.
Ну, это еще тоже хотелось бы надеяться, что это случится. Donc, mesdames, messieurs, dans toutes les isbas, nous avons les jeunes filles, les jeunes femmes qui représentent ces vieux métiers manuels. Dans ce cas, c'est un monsieur qui s'appelle Dimitri, qui fait les copies des jouets des enfants des paysans de la fin du 19e siècle. Et donc, tous ces jouets étaient faits dans la famille et servaient non pour jouer avec seulement, mais pour protéger les enfants. Ouais, ça nous ressemble un peu les idoles païennes, en espace et figures anthropomorphes. C'était souvent les symboles du soleil comme les chevaux ou les canards. Parce que tout ce que nous entoure, c'est le musée. Et le musée existe à partir des années 60 du siècle précédent. Mais les gens avaient des difficultés. Tous ces gens sont personnes âgées, sont des retraités.